Alors, sur l'urbanisme. Comme on peut l'observer au Havre, il y a une grande vacance de biens immobiliers. Les données que nous avons sur le secteur privé, c'est qu'il y a plus de 7000 logements vacants sur le Havre, ce qui est au-dessus des normes, des moyennes nationales, et dont la plupart au centre-ville, dans le quartier d'Anton et Sainte-Marie, donc les quartiers les plus prisés et qui seraient les plus adéquats pour les personnes précaires, que ce soit les retraités, les mères isolées, les personnes sans emploi, car elles permettent un accès bien meilleur aux services publics, à la citoyenneté, à l'emploi et à la scolarité. De plus, on voit qu'en 5 ans, les loyers ont fortement augmenté, et ce sur les biens les plus petits, donc les F1 et les F2 principalement. Toujours les biens qui seraient dont les personnes précaires bénéficieraient le plus. Donc c'est encore une pénalité à la pauvreté. Et excusez-moi, je relis mes notes. Non, on garde les erreurs même. Non, je rigole, on coupe les... Et donc ici, évidemment, on parle que du parc privé. Donc c'est sans compter les vacances qu'il y a dans le parc public qui permettent notamment de nourrir spéculation et immobilier touristique. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que vous proposez en politique du logement afin que les citoyens et les familles havraises puissent se loger dignement et pour que la ville de Bienne ne devienne pas un lieu de spéculation immobilière. Et pour répondre, nous recevons pour les écologistes, c'est bien les écologistes ? Nous recevons Arnaud, et j'ai pas écrit le prénom tout à l'heure, excuse-moi. Arnaud Flambard, merci beaucoup. Pour la France Insoumise, nous recevons Jawed Fridi. Et pour Le Havre est à vous, nous recevons Thierry Agereau. Augereau, excusez-moi, il faut me reprendre de toute façon. Eh bien, on va pouvoir commencer. Arnaud, je t'en prie. C'est bon, vous m'entendez ? Là, c'est bon. Bonjour déjà. Si j'ai bien compris, passant en troisième du Front Populaire Havrais, il faut que je fasse un peu court, c'est ça ? Bon, je vais tâcher de faire ça. Nous, ce qu'on propose, c'est par rapport au logement, c'est d'arriver à remettre des logements qui aujourd'hui existent. Pour certains sont vacants. Pour beaucoup seraient en capacité d'être loués et c'est de jouer sur le côté à la fois incitatif, coercitif par rapport aux propriétaires. Donc il y a des choses qui sont possibles. Il y a des résidences secondaires sur lesquelles il y a une taxe d'habitation qui peut être appliquée. Il y a des taxes qui existent sur les logements qui sont vacants. Qu'on peut appliquer au niveau d'une municipalité pour inciter les propriétaires à remettre leur logement sur le marché. Et puis, par rapport au fait de ne pas se trouver avec un maximum de logements qui vont vers du Airbnb, il y a aussi possibilité de limiter le nombre de jours de location possible pour les Airbnb, de façon à en faire quelque chose qui soit plus intéressant, entre guillemets, pour les propriétaires que de faire de la location Airbnb. Il y a une possibilité de diminuer jusqu'à 90 jours par an la possibilité. Et après, il y a aussi, je pense, pas mal de logements sur lesquels il peut y avoir une recherche. Donc nous, on est plutôt pour de la réhabilitation de logements qui existent. Donc il y a des fois, il y a des aides aussi à apporter aux propriétaires pour qu'ils puissent remettre sur le marché leur logement. Il y a aussi, je pense, la possibilité de faire des rachats via la commune ou directement via des organismes HLM sur lesquels la municipalité peut avoir un peu la main, et de se dire on reprend la possession de certains bâtiments qui sont un peu en déshérence pour les réhabiliter de façon écologique, parce qu'on sait que le premier poste de dépense sur le logement, ça va être tout ce qui est énergétique. Donc c'est important que chacun là-dessus puisse avoir accès à des logements qui soient le moins énergivores possible. Et ensuite de faire en sorte que chacun puisse y accéder, alors en faisant en étant clair sur la possibilité, sur les logements qui seraient repris, de se dire on les alloue d'abord en priorité à des gens avec quelque chose qui soit clair et défini, et pas sur la loi du marché qui est d'aller vers le plus offrant.
Donc il y a aussi des pistes par rapport à des logements vacants, notamment chez des personnes qui sont parfois parties en EHPAD, que leur logement reste vacant des années. L'idée, ce serait peut-être de se dire comment on accompagne ces personnes-là ou leurs familles à remettre un temps au moins le logement, plutôt qu'il soit vide, en location. Ça ne veut pas dire on déshérite ou on enlève le logement aux personnes, mais c'est vraiment de se dire comment on fait pour le remettre sur le marché. Dans l'idée aussi, c'est d'accompagner des gens qui aujourd'hui ont des logements qui sont relativement grands par rapport à ce qu'ils ont besoin et qui ne veulent pas s'en séparer, pour les accompagner vers du logement, quelque chose qui soit plus une location intergénérationnelle et une partie de leur logement qui puisse être louée, une chambre ou deux dans leur logement, qui pourrait permettre à des étudiants dont on sait la problématique des fois de se loger sur le Havre, de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Enfin, une nouvelle offre du moins. Donc je vais m'arrêter là pour pas trop spoiler et puis pas pour prendre trop de temps. Voilà. Merci. Thierry, je t'en prie pour la suite. Oui, bonjour. Ça a marché. Oui, bonjour. Voilà, c'est bon. Donc, nous, vous avez peut-être remarqué déjà qu'on est une liste citoyenne, donc on est un petit peu débutant. Donc, on n'a pas toutes les... tout comme les autres, voilà. En plus des solutions déjà dites, d'intergénération, des choses comme ça, on pensait aussi la mise en place de permis de louer qui permet d'éviter à des locataires d'avoir des dépenses de chauffage énormes avec des logements classés EFG, voilà. Et puis qui vont donc prendre toutes leurs économies dans le chauffage. Et aussi pour améliorer la possibilité, puisque pour un locataire, on lui demande toujours des cautions énormes, de voir si, pour les plus précaires, la mairie ne peut pas participer aux cautions. Voilà, on est un petit peu encore sur des... On cherche encore un petit peu nos avancées, puisqu'on débute. Merci. Et Jawed, c'est à ton tour pour la France Insoumise. Merci. Alors, tu as eu les chiffres, tu as 7000, moi j'ai eu 8000 mais, par l'INSEE. Mais oui. Voilà, on est dans la bonne grandeur, c'est 10% du parc locatif. Et en contrepartie, on a 5000 demandes de logements sociaux au Havre, ce qui veut dire que les personnes qui sont en demande de logement et les personnes à la rue, elles peuvent être logées. C'est pas quelque chose qui va être impossible à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est demander à l'État de devenir une zone en tension pour pouvoir plafonner les loyers et faire baisser tout le marché de l'immobilier au mètre carré. Ce qui permettrait d'avoir des logements abordables. Il y a aussi une urgence. Alors, c'est beaucoup en centre-ville. Là, dans avenue Coty, il y a eu un immeuble qui a failli s'effondrer. C'est la rénovation des immeubles qui sont dans un délabrement pas possible, en fait. Et en profiter justement pour en faire des travaux pour éviter que ce soit des passoires thermiques et avoir une accessibilité pour les personnes handicapées dans ces logements-là. La construction de nouveaux logements sociaux, justement, qui pourraient accueillir ces personnes qui sont en situation de handicap. On ne parle pas que de rampe ou d'ascenseur, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des choses qui sont faisables, même dans du logement social qui existent déjà, ou des travaux qui ne sont pas faits, qui mettent des mois à être faits quand une personne le demande. Il y a il y a une demande aussi, c'est les logements sociaux, familiaux qui n'est pas assez, comment dire.
satisfaite, on va dire, au Havre. Il y a beaucoup de T1, T2 qui finissent, on en parlait, par devenir des Airbnb. Donc, dans les logements sociaux, faire des logements qui sont accessibles pour les familles. Et pour les logements qui deviennent des Airbnb, on peut faire un plafonnement du nombre de Airbnb par quartier et par personne. Donc on peut dire qu'un Airbnb pour une personne morale ou physique au maximum, pour un peu assécher ce business-là qui va permettre à des investisseurs qui ont de multiples logements à disposition et augmenter les loyers au Havre. Donc voilà. Et pour les étudiants, là, ce qui a été fait en copiant des pays nordiques, en faisant des containers pour y faire habiter des étudiants, ça a été une catastrophe, vu les passoires thermiques et sonores, etc. que c'est. C'est vraiment offrir un vrai logement aux étudiants au Havre pour avoir une attractivité qui soit entre guillemets compétitive par rapport à d'autres grandes villes comme le Havre. Voilà. Pour la question suivante, on souhaitait vous questionner sur la mobilité. Donc, la voiture représente à peu près 20% du budget des familles les plus modestes, familles pour lesquelles c'est encore possible d'accéder à ce bien-là. L'accès au travail est encore trop souvent conditionné à la possibilité de se déplacer. Et nous connaissons aussi les implications écologiques que le sujet de la mobilité soulève. Et donc, je vous pose comme question, quelle politique sur la mobilité voulez-vous porter pour le Havre? On va commencer avec Thierry. Oui, alors, pour les... J'ai l'impression que ça marche pas. Voilà. Faire un vrai plan vélo qui supprime toutes les discontinuités qu'on peut trouver aujourd'hui déjà, le bien baliser et surtout un entretien avec un service dédié, ce qui va permettre déjà d'utiliser autre chose, des déplacements, des mobilités pas douces, actives, voilà, merci, excusez-moi, des mobilités actives. Et les traiter véritablement sur les trajets nécessaires. Ensuite, sur les transports en commun, je pense qu'on a un peu tous la même chose sur aller vers la gratuité d'usage, mais il faut tout d'abord revoir l'ensemble de ce qui a été fait jusqu'à l'heure, qui aujourd'hui a été complètement axé sur le tramway et fait des temps de transport beaucoup plus longs que la voiture. Donc c'est pas la gratuité qui permet aux gens de venir, mais c'est surtout les temps de transport. Il faut qu'ils soient le plus proche possible de ceux de la voiture. Et les gens prendront de plus en plus les transports en commun, ce qui est quand même beaucoup moins coûteux que la voiture. Donc on peut commencer tout de suite par les week-ends, par les tranches d'âge, les scolaires. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut faire dès maintenant. Il peut y avoir aussi des choses, puisqu'on était un peu dans l'urbanisme avant, et l'école, c'est faire des crèches parentales ou des mâmes ou des choses comme ça de proximité qui évitent déjà des déplacements. Je pars de chez moi, je vais déposer mon gamin, je vais au travail. Enfin, voilà, ça limite un certain nombre de déplacements, plus c'est proche. Et au même titre que les crèches, on peut avoir bien d'autres choses comme ça qui permettent. Donc il n'y a pas que le transport, il y a aussi les trajets qui sont à faire qu'on peut essayer de réduire le maximum possible. Merci. Alors, dans l'urgence, dans les premiers temps, ce qui est déjà faisable, alors, le but c'est d'aller vers une gratuité totale des transports en commun au Havre. C'est de commencer directement par une gratuité pour les moins de 25 ans, les plus de 60 ans et les personnes qui vivent aux minima sociaux. Et ensuite, aller vers une gratuité totale des transports en commun. Et avoir un objectif de un arrêt de bus à moins de 5 minutes de chaque Havrais. Là, ce qui se passe, surtout en ville haute, en fait, c'est que en journée, il y a plus ou moins du transport en commun. Dès qu'on commence à aller en soirée, week-end, c'est plus compliqué. Donc,
désenclaver un peu les quartiers en périphérie et offrir du transport pour tout le monde à égalité. Le centre-ville commence à être bien desservi, mais ce n'est pas assez. Les quartiers populaires méritent un peu mieux que ça. Faire un moratoire sur la ZFE au Havre, ça c'est pareil, quelque chose qui est très facile à faire et c'est quelque chose qu'on peut appliquer dès la première année. Et puis installer des vélos à libre service à un tarif solidaire. Et multiplier aussi le service, vu que maintenant c'est très difficile d'avoir accès aux vélos qui sont mis à disposition par la ville du Havre. Voilà. Alors, nous, ce qu'on envisage, alors ça ne va pas être original sur le transport en commun, c'est d'aller aussi vers la gratuité, avec peut-être une première approche de gratuité les week-ends fin de semaine dans un premier temps, et de voir après ce que ça donne en termes de fréquentation et d'aller vers une gratuité totale après. Sur le vélo, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il en reste encore beaucoup à faire. On est effectivement dans des problèmes de discontinuité dans le réseau de cyclables. Il y a une nécessité de sécuriser les pistes, l'usage du vélo à tous les niveaux, que ce soit sur les tracés cyclables, mais aussi aujourd'hui sur où est-ce que je gare mon vélo, où est-ce que je suis sûr de le retrouver après. Une fois que je veux repartir, où est-ce que je peux le garer de façon à ce qu'il soit à l'abri aussi des intempéries, parce que c'est aussi quelque chose qui peut favoriser l'usage du vélo que de le rendre un peu plus confortable. Sur les autres postes de mobilité, je pense que c'est important aussi d'apporter le même type de confort. On parlait il était évoqué les fréquences de rotation et les bus sur certains quartiers. Je pense que le confort, ne serait-ce que d'attente aussi, est important. On s'aperçoit qu'il y a quasiment partout en centre-ville des abribus. Et que parfois, dans les autres quartiers, on se retrouve avec juste un poteau qui signale que c'est l'arrêt du bus, mais il n'y a pas d'abri, il n'y a rien pour la simple et bonne raison que l'endroit n'est pas stratégiquement intéressant pour les publicitaires. On se retrouve sans abribus. Voilà, je pense que c'est un choix sur lequel on peut revenir, on peut apporter un confort et là-dessus être à égalité pour tous les usagers du bus sur ce genre de petit aménagement, et y compris pour les aménagements pour les personnes en situation de handicap, où on a encore des arrêts de bus qui ne sont pas vraiment accessibles. Et enfin, là où on peut avoir aussi une réflexion sur la mobilité, nous, on n'est forcément pas pour le tout voiture, donc il y a aussi des zones où on pourrait envisager de diminuer les places de stationnement pour revenir vers des choses qui soient plus vertes. Clairement, c'est de désimperméabiliser certaines parties du sol, notamment en ville basse, en enlevant des places de parking pour y faire des plantations. Et enfin, un dernier point là où il peut y avoir une réflexion, mais qui nécessitera d'être menée, comme plein d'autres questions, avec la population, parce que notre idée, c'est aussi d'associer les citoyens du Havre aux prises de décision, et sur tout ce qui est urbanisme, c'est hyper important à notre avis. Mais on pourrait aussi envisager, en relation donc avec les citoyens, une réflexion sur certains types d'horaires, sur des débuts de classe, etc., dans différentes écoles, de façon à éviter des systèmes de circulation qui, par leur nombre, accentuent la pollution et accentuent aussi la dangerosité sur certains axes. Et donc de décaler peut-être un peu certains horaires d'école de façon à ce que tout le monde ne soit pas en même temps sur ces axes en véhicule, et continuer de favoriser tout ce qui peut être pédibus pour les conduites à l'école le matin plutôt que la voiture, et proposer des stationnements clairement sécurisés et identifiés pour les vélos à proximité des écoles. Voilà.
Des analyses d'urine ont été effectuées sur 23 enfants vivant à proximité de la plateforme industrielle de Total Energy à Gonfreville et ont révélé des niveaux de biomarqueurs de naphtalène significativement plus élevés que ceux observés chez les enfants vivant dans des environnements moins exposés. En août 2023, une infiltration d'eau de mer a rendu l'eau potable impropre à la consommation dans une partie de la zone industrielle-portuaire. Aucune habitation n'est touchée, mais cela interroge. Le Havre est particulièrement exposé à la pollution atmosphérique en raison de sa position géographique et de son activité industrielle intense. La concentration de dioxyde d'azote ainsi que de particules fines mesurées dans la ville dépasse les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous savons que ces polluants contribuent fortement au développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neuro et bien d'autres. Nous ne ferons pas ici la liste des impacts sur la biodiversité et le milieu naturel, parce que bon, les chiffres ils sont effrayants, la liste ne se finit jamais, mais il y a une problématique certaine sur le sujet. Entre le bassin industriel, les constructions sur la côte, les terminaux de croisière et l'enclave portuaire à laquelle nous appartenons, notre ville est au cœur de préoccupations écologiques, excusez-moi. Nous avons une responsabilité envers nos citoyens ainsi qu'envers les milieux halieutiques, forestiers et naturels desquels nous sommes entourés. Quel est votre projet écologique pour la ville du Havre? Et je ne sais pas qui a commencé tout à l'heure, on peut dire Jawed, c'est toi qui commence. Alors, dans notre programme, en fait, on va commencer par installer une cellule municipale d'observation écologique qui va permettre de voir les quartiers, l'impact en fait de la pollution au Havre sur les habitants, et aussi de demander une transparence aux industries sur leurs émissions de gaz toxiques et de pollution de l'eau et des sols. Au fur et à mesure, conditionner les aides municipales à des engagements écologiques dans le territoire au Havre. Faire plafonner aussi les émissions de CO2 et de soufre pour ces industries, et pour les croisières, pour les navires qui sont sur le port du Havre. Aller vers, pareil, c'est un bras de fer qu'on doit mener, l'interdiction des croisières de luxe qui s'amarrent au Havre. Un navire de croisière émet autant que 1 million de voitures pendant un an. Donc ça reste un moyen super énorme de polluer et super rapide. Donc c'est quelque chose dont on doit lutter contre. Avoir un objectif de 30% de zones naturelles protégées au Havre. Donc ça va permettre de végétaliser, mais faire une végétalisation intelligente, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des zones vertes que au centre-ville. Il y a des quartiers qui manquent de végétation, et entretenir ces zones-là et permettre même de faire des zones où les habitants pourront participer à la végétalisation et participer au choix qui est fait dans ces zones-là. Je me permets de faire une petite pub. En ce moment, il y a une campagne de la France Insoumise sur la 6e République. C'est ce qui va permettre, ça commence sur les mairies, de faire choisir, de faire participer les gens à la vie municipale. Donc installer des discussions entre la mairie et les habitants, c'est quelque chose de primordial pour savoir les besoins en fait des habitants dans chaque quartier, dans chaque région du Havre, et ça va permettre aussi de connaître les besoins en termes
d'isolation thermique, d'installations qui vont permettre d'isoler les habitations, par exemple, au Havre. Alors, ensuite, on peut passer Arnaud, je t'en prie. Le sujet est vaste, alors je vais essayer de faire court, mais ça va pas, voilà, c'est pas facile. Je serai forcément pas exhaustif en faisant. Il y aura d'autres moments dans la campagne, on va tendre des micros à tout le monde, il n'y a pas de souci, vraiment. Donc, sur le projet écologique pour la ville du Havre, oui, comme je dis, le sujet est vaste. Il y a des possibilités, des volontés. Après, il y a des choses qui seront difficiles à mettre en place. On partage l'idée de revenir sur ce qui est la catastrophe annoncée du pôle croisière en termes de fréquentation, ce que ça va nous apporter directement comme pollution atmosphérique, directement et indirectement, parce qu'il faut savoir qu'au pied de chaque paquebot, il sera prévu 80 places de parking pour des cars. Quand bien même on pense un jour que tous les paquebots pourront être reliés au réseau électrique, il y aura de toute façon des cars qui, eux, tourneront au diesel pour accueillir les passagers et les emmener à droite à gauche. Sur la partie zone industrielle, il y a déjà des choses qui existent en termes de contrôle. Donc là, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas se laisser gagner par le poids de certaines industries et ne pas tolérer qu'elles aient des activités polluantes au-delà de ce qui est aujourd'hui toléré, et de les inciter, de les aider et de les forcer dans certains cas à aller vers moins de pollution. Sur le reste de la partie, on va dire, nature, je pense qu'il faut raisonner sur la ville, mais au-delà encore, sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine, à savoir qu'on a une zone qui est assez grande et notamment agricole. Là, c'est aussi une zone potentiellement de pollution sur laquelle on peut agir et sur laquelle on doit agir. On doit arriver à préserver notamment davantage le type de prélèvement d'eau qu'on va faire en fonction de l'agriculture qui va être faite sur le sol au-dessus de là où on a les captages. Donc là, il faut arriver à développer du bio sur ce genre de territoire pour pouvoir avoir une eau de meilleure qualité à la fin. On a une nécessité je pense, sanctuariser certains endroits. Il n'est pas interdit non plus qu'une communauté urbaine ou une commune achète des forêts et les gère pour être sûr qu'elles continuent d'exister et qu'elles soient correctement gérées. Et quand je parlais en ville de rendre la place à une certaine végétation au détriment de places de parking, c'est aussi pour redonner un ensemble cohérent de végétation et une possibilité à la biodiversité d'avoir des couloirs de cheminement qui existeraient. Après, notre choix, il n'est pas de développer la zone industrielle à tout va et n'importe comment. Aujourd'hui, il y a des choses en termes de non-artificialisation des sols qui ont été décidées, qui sont déjà remises en cause et sur lesquelles la commune pourrait, elle, être suffisamment impliquée pour qu'on limite les artificialisations de sols et de favoriser, là encore, la biodiversité et notre environnement et la qualité de notre environnement. En même temps, c'est vrai, on a demandé de faire court sur l'écologie à un représentant des écologistes. Eh bien, alors, je vous avoue qu'il y a un peu de frustration quand même. J'ai fait court. Pas de souci. Bientôt, on en parle de la question. Ça va être au tour de Le Havre est à vous, avec Thierry, je t'en prie. Donc nous, on est surtout toujours pour le mieux et non pour le contre. Donc la zone industrielle, c'est aller vers la transition, vers moins de pollution, évidemment, un petit peu comme tout ce qui s'est dit avant. Les croisières, il y a une petite association qui s'appelle Paquebot, qui explique tout bien, on ne va pas faire mieux qu'eux. Et comme on est justement dans le pour, il y a un beau terminal de croisière qui est en train de se construire. Nous, on imagine plutôt à quoi il pourrait servir d'autres, comme un musée maritime pour les dockers ou un musée du commerce triangulaire, par exemple. Et puis, sinon, pour des solutions sur la pollution, là, je reviens un petit peu en ville.
Il y a des solutions comme les quartiers apaisés qui permettent d'éviter d'être traversés par les voitures et qui du coup redonnent la rue un peu pour le jeu, pour la verdure et un certain nombre de choses qui vont dans le sens du mieux. Voilà, donc des îlots, ce qui permet de faire des îlots de micro-forêt plutôt que du bétonnage. On reverdit un maximum. Voilà, il y a plein de solutions qu'il faudra qu'on trouve avec les citoyens lors de réunions, lors de conventions, lors de plein de choses qu'on peut faire avec les citoyens et les habitants de la ville. Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup. On va faire un changement de plateau. On va parler d'associatif, de culture, de sport et d'art. Et pour ça, on peut accueillir Sophia Chérigui pour le Parti communiste, Alexis Delahaye pour la France insoumise, et décidément, et pour Le Havre est à vous, Marie Le Cieux. Toutes les associations qu'on a rencontrées ces dernières années font le même constat. Au Havre, c'est très compliqué d'avoir accès à des locaux, d'avoir accès à des accompagnements municipaux, des moyens, que ce soit sous forme de subventions, de prêts de matériel ou toute autre forme. Je prêche pour ma crèmerie, mais l'association LGBT du Havre, La Poudrière, a vu ses permanences et son local au fort retirés. Maintenant, à l'heure actuelle, avec moult négociations, nous avons pu réintégrer la structure du Paul Simon Veil pour assurer nos permanences. Et lorsqu'on connaît la montée des agressions actuellement LGBT-phobes, on sait que trop bien qu'il faut absolument favoriser un maximum les lieux d'accueil et de parole et d'organisation communautaire. On a pu aussi également suivre les mésaventures du Sporting Club de Frileuse, qui existe depuis 1929 et permet aux jeunes du quartier d'avoir accès au sport, mais aussi fait de l'accompagnement et représente une institution dans la vie du quartier. On sait ici que les associations sportives peuvent porter bien plus qu'une pratique sportive. En général, c'est tout un maillage aussi avec les habitants. Le club a failli se retrouver sans terrain et donc sans homologation de la fédération, malgré les alertes qu'il avait fait auprès des équipes municipales. Les horaires d'accès aussi pour les syndicats et les associations ont été réduits à la maison des syndicats. L'université havraise est aussi moins conciliante à faire venir des débats en son sein pour les associations, les collectifs, les citoyens qui souhaiteraient réaliser des conférences, des colloques, argumentant soit le plan Vigipirate, soit l'aspect trop politisé des événements, même lorsqu'il s'agit d'intellectuels universitaires. Ces exemples ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de tout le maillage associatif. En plus, quand on représente le camp de l'émancipation, on sait que créer une ville progressiste, c'est aussi une ville où le tissu associatif est militant et fort et nombreux. Donc, quelle serait votre politique en termes de moyens et de locaux pour les associations ? Je propose qu'on commence avec Sophia. C'est bien ça ? Oui. C'est bon. Vous m'entendez bien ? Merci. Alors, à propos, en effet, comme vous le disiez, du Havre, on a un tissu associatif qui est très riche et c'est une chance, c'est à poursuivre, c'est à développer, c'est à soutenir, évidemment. Ça a malheureusement pas suffisamment été fait ces 30 dernières années avec les municipalités de droite qui se sont succédées et qui n'ont fait que réduire les subventions
toujours plus. Donc on a eu, comme vous l'avez bien dit, des associations qui ont fermé ou alors qui ont été contraintes de fusionner pour en fait finalement permettre de ne donner qu'une subvention au lieu de deux, mais ça entraîne quand même des baisses d'activité, ça entraîne une activité qui est moins bien répartie sur l'ensemble du territoire au Havre, puisqu'on mutualise des activités forcément, et puis pas ou peu de mise à disposition pas de mise à disposition de locaux gratuites pour les associations, ou alors pour les plus grosses, mais quand même avec des frais, alors qu'on sait que ça se fait dans d'autres municipalités. Donc nous, on voudrait évidemment soutenir les associations, leur permettre de se développer. Ça passe par évidemment un maintien des subventions actuelles, mais aussi l'étude d'une augmentation de ces subventions. On tient aussi à la création d'une maison d'association qui pourrait permettre de gérer collectivement, avec les acteurs locaux, avec les professionnels sur le terrain, dans une réelle démocratie participative, les décisions sur la répartition de ces budgets-là, avec une mutualisation des moyens. Les moyens, c'est pas que financier, ça va être aussi matériel, ça peut être mettre à disposition une personne concrètement pour de l'aide administrative, puisque une petite asso qui commence, c'est aussi monter des dossiers pour des demandes, ça peut être sous forme d'aide aussi de ce côté-là, ça peut être la gratuité des salles municipales pour les associations, y compris les plus petites. Ça va être quelque chose aussi qui nous tient à cœur, ce sont des conventions de financement pluriannuelles. Ça existe pour quelques-unes, mais pas pour toutes et encore moins pour les plus petites. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de donner une subvention à une asso. Maintenant, si elle ne l'a que pour une année et en fait l'année suivante, elle ne sait pas si cette subvention sera reconduite, ça ne permet pas de mener des projets sur le long terme, de les pérenniser. Donc on veut des engagements de la part de la mairie sur 3 ans, 5 ans, des choses qui permettent de se projeter pour les assos quand elles veulent se développer. Et puis, pourquoi pas une mise à disposition des canaux municipaux pour les campagnes de sensibilisation. Vous avez parlé à juste titre des assos LGBT+, sur aussi les VSS, sur la précarité. Pourquoi pas mettre à disposition les moyens de communication aussi de la mairie pour plus généralement permettre une prévention large auprès des Havraises et des Havrais. Alexis, oui. Bon, il y a 3048 associations au Havre. Les associations, c'est la vie, c'est le cœur battant de la ville. Et souvent, ce sont les associations qui font le travail que l'État ne fait plus, que la municipalité ne fait plus. Donc, on doit absolument les aider, les soutenir et leur permettre de se créer. Parfois, il y a un vrai souci, alors là, c'est national, mais c'est aussi le cas au Havre, c'est qu'il y a un vieillissement des gens qui s'occupent ou qui sont dans les associations. Ils ont du mal à recruter dans la jeunesse. Alors soit parce que les jeunes n'ont pas les codes ou n'ont pas envie d'aller dans des associations comme celles qui existent déjà et qui n'ont pas encore l'idée d'en créer ou ne savent pas comment le faire, ou c'est trop dur parce que la municipalité leur met des bâtons dans les roues. Et le gros manque évidemment au Havre, ce sont les lieux pour accueillir les associations. Donc c'est-à-dire que en fait aujourd'hui c'est un peu un moyen de pression par la mairie. Si votre association ne rentre pas sur les rails, vous n'aurez pas de lieu, ou alors vous n'aurez plus de subventions. Donc ça pousse les associations soit à disparaître, soit à ne plus être exactement ce qu'elles avaient décidé d'être au départ. Donc voilà. Donc ça c'est le manque de lieu, c'est valable donc pour toutes les associations, ça soit de la danse, du sport, de la culture et même de la lutte. Donc nous on est quand même plutôt pour une réquisition de locaux
comme Jawed en parlait tout à l'heure, mais ça sera aussi le cas pour les associations, parce que c'est trop important. En fait, une association, elle a besoin de se créer une histoire, de se créer une identité, et quand on voit les fabriques où les associations ont le droit à quelques heures dans la semaine, c'est pas un endroit où ils peuvent mettre le moindre affiche, c'est pas l'endroit où ils peuvent exister vraiment socialement dans un lieu. Donc en fait, nous, on veut qu'elles puissent avoir des lieux où vivre. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est laisser les latitudes aux associations pour, pourquoi pas, nous bousculer un peu dans nos certitudes. On sera une municipalité prête à entendre toute la diversité, et c'est pour ça que nous, on aimerait créer une maison, un peu à l'instar de la maison des syndicats, une maison des luttes. C'est-à-dire une maison où on accueillerait toutes les associations de lutte contre le racisme, les luttes décoloniales, les luttes contre l'islamophobie, l'antisémitisme, le sexisme, mais aussi des assos sur l'histoire du Havre, sur l'histoire des luttes, des associations de promotion des pays d'origine, comme on connaît Enfants Khmer, mais il y a plein d'autres assos, comme des assos ukrainiennes, des assos sur la Palestine, et puis aussi des assos de gens qui parlent de leur pays d'origine. Voilà, on voudrait aussi des locaux dans le même lieu pour des associations caritatives comme Nia Charity, qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une super asso qui distribue de la nourriture pour les sans domicile fixe. Ils ont besoin de lieux. En fait, comme ils récupèrent beaucoup de nourriture, mais là pour l'instant c'est dans un garage d'une des filles de l'association. Donc nous on pourrait accueillir tout ça, et puis ça serait un lieu qui serait ouvert tout le temps, où on pourrait faire de la restauration, où on pourrait faire des fêtes, où on pourrait se réunir jusqu'à très tard le soir. En fait, un lieu de vie, un lieu de réflexion pour repenser la ville et pour repenser le monde, quoi. Voilà. Marie, merci. Alors, on se suit, on se répète, et on est d'accord sur plein de points. Il est évident que la liste Le Havre est à vous souhaite soutenir et accompagner fortement les associations en facilitant l'accès à des locaux, en créant des maisons des associations dans chaque quartier pour que tout ne soit pas centralisé à un endroit. Voilà, on est dans ce soutien, et pour tous les types d'associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Alors pour la question suivante, l'explication est un peu longue parce que c'est un sujet qui est important pour nous, mais je vais la résumer pour laisser plus de temps et pour après avancer. Donc grosso modo, on veut marquer l'importance du secteur artistique pour une municipalité qui actuellement est en lutte. On vous conseille de suivre leur lutte. Nous-mêmes, on n'existerait pas sans le secteur artistique et culturel. D'ailleurs, vous voyez, il y a des personnes qui sont derrière les caméras, on fait du montage, on a un super graphiste, bref. Voilà, c'est un peu, ça fait partie aussi du cœur battant de la population. Et il y a aussi les associations sportives où, en plus de permettre de prodiguer toute une connaissance autour du sport, de permettre le développement des enfants de nos villes, ils permettent aussi une auto-organisation de la population autour des clubs. On le sait, les bénévoles sont des personnes, des familles, des quartiers qui s'auto-organisent souvent pour faire du sport, mais aussi bien plus. Souvent, il y a des accompagnements scolaires, ça fait la vie du quartier, et c'est vraiment primordial. Donc, autour de ces deux points que je ne développerai pas plus, je vais vous laisser vous développer selon vos points de vue, ça sera plus intéressant. Quelle sera votre politique pour le domaine artistique et culturel afin qu'il soit accessible à un maximum de monde, avec la mise en avant aussi des acteurs du milieu de l'art localement? Et quelle sera votre politique en direction des associations sportives afin de les aider dans les activités et de les rendre accessibles auprès d'un maximum d'habitants? Voilà. Je vais laisser, je te laisse commencer. Merci. Je t'en prie. Alors, concernant la vie culturelle au Havre, nous on a fait un constat, et c'est quelque chose qui nous a réunis, que le Havre actuellement manque crucialement
cruellement, pardon, de grands moments festifs, populaires, qui regroupent la population. Et chaque fois qu'on évoque ça, tout le monde fait « Ah ouais, je viens dans la rue, c'était super, le géant, c'était super ». Donc on aimerait bien revenir à des événements de ce type-là, encore une fois, dans tous les quartiers du Havre, que ce ne soit pas uniquement sur le centre-ville. Il y a des choses qui existent et qui ont encore besoin d'être développées. Par exemple, faire du fort de Tourneville une vraie friche culturelle, que soient repris des projets qui ont été abandonnés sans qu'on sache vraiment pourquoi. Par exemple, l'école de théâtre Enjambé-le-Fort, qui était un très beau projet qui a disparu. L'exposition d'art numérique Exhibit. On était quand même une des rares villes en France à présenter tous les ans une exposition d'art numérique. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, et encore une fois, que ce soit sur tous les quartiers du Havre. Concernant le sport, alors je pense que le problème, on va revenir à celui des écoles. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui ne sont pas entretenus et qui ne sont pas suffisants non plus en nombre. Donc là, il faut un diagnostic, voir la création d'infrastructures. Mais on en parlera peut-être sur les urgences. Il faut toujours en veillant à ce que ce ne soit pas des équipements qui ne vont être fréquentés que par des hommes. Parce que si on regarde tous les aménagements qui ont été faits, notamment le long de la plage, il y a un petit circuit pour la muscu, il y a un skatepark, il y a des terrains de basket, mais ce sont des équipements qui excluent les femmes et les enfants. Merci. Alexis, Bon, vous le savez sûrement, mais le monde de la culture, il est en crise. Les dotations de l'État baissent drastiquement. Le statut d'intermittent du spectacle, il est constamment remis en cause et modifié. C'est-à-dire quand il n'est pas annulé, il est beaucoup modifié. À la baisse bien sûr. Les amis d'Édouard Philippe, ils grèvent carrément les budgets dans les régions. Je ne sais pas si vous le savez, mais Christelle Morancet, qui est une femme Horizon, qui est présidente de la région Pays de la Loire, a fait une coupe de 82 millions d'euros dans la culture et le sport dans sa région. Autant vous dire que ça a mis sur le carreau beaucoup d'associations, beaucoup de grands théâtres, beaucoup de groupes musicaux, de festivals. Édouard Philippe, d'ailleurs, il a voulu supprimer la Camerata, c'est-à-dire c'est l'orchestre symphonique du Havre, mais après il s'est dit « Ah mais attendez, dans un an il y a les municipales, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire maintenant, mais j'imagine qu'il le fera plus tard, parce que bah voilà, pour eux la culture c'est vraiment la dernière roue du carrosse. » Il a aussi récemment abandonné le projet de salle de spectacle qui était prévu dans la galerie marchande d'Auchan-Montgaillard. C'est dommage parce que c'était un projet d'une grosse offre dans un quartier et qui en avait vraiment envie et besoin. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà été récemment, moi j'y étais hier dans la galerie marchande d'Auchan, autant vous dire qu'ils auraient aussi bien besoin que quelque chose de vivant existe dedans. Et en fait, c'est comme beaucoup de choses au Havre, ça fonctionne sur la bonne volonté des acteurs, quoi. C'est-à-dire que là, la culture, ça marche que grâce aux travailleuses et aux travailleurs de la culture qui se donnent beaucoup de mal pour faire vivre des festivals, pour faire vivre des actions, pour faire vivre des formations, pour faire vivre tout ça, avec toujours moins de subventions, toujours moins d'aide et toujours moins de reconnaissance. Et souvent on dit ah c'est la culture, ok c'est un milieu particulier, mais la culture c'est la richesse de la ville, parce que quand on a un festival, bah, c'est tout des commerçants, c'est toute une vie autour qui vit et qui survit grâce à eux. Et la mort de la culture c'est la mort d'une ville, donc il faut les protéger à tout prix. Et puis évidemment, se passer des artistes, c'est se passer de notre trésor national, c'est notre richesse intellectuelle, c'est notre droit de rire, de réfléchir, donc il faut le protéger. Alors on a quelques idées
à la France Insoumise, déjà, en fait, on a envie déjà de créer des synergies, des connexions. Moi, il y a quelques années de ça, j'avais fait ce que j'avais appelé les Havre Rangers. C'était de réunir tous les gens qui faisaient de la vidéo, du cinéma, de l'image sur le Havre. Et en fait, ça avait permis à plein de gens de se connaître, en fait, parce que souvent on fait son art dans son coin, et là ça permettait de créer des connexions et du boulot ensemble, en fait, et ils ont pu créer des choses. Donc ça on aimerait le développer sur plusieurs types d'art. On aimerait faire un festival de théâtre de rue et de musique gratuit l'été. Ça a existé pendant le temps, ça a été annulé. C'était bien dommage parce que ça permettait à plein de gens de pouvoir voir des spectacles, de s'ouvrir l'esprit. Et tous les gens qui ne partaient pas en vacances avaient ce moyen de se faire plaisir sur le Havre. Et puis aider les cinémas de la ville, refaire des grands concerts comme il y a pu avoir, c'est-à-dire encore une fois gratuit, mais c'est-à-dire que tout le Havre peut venir et peut parce que les places de concert c'est un peu exorbitant pour certains, donc des fois on a envie de voir sa star préférée. Si la municipalité peut l'amener ici et gratuitement, ça serait une vraie fête populaire et ça serait un grand rendez-vous pour tout le monde. Voilà, enfin on a encore plein d'autres idées, la culture c'est c'est notre truc, donc voilà, on le développera plus tard. Merci à vous. Alors, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que la culture et le sport, ce sont deux sujets importants. On fait aussi le constat que, comme vous l'avez dit, Le Havre est quand même riche d'une très belle histoire culturelle. C'est une ville qui a été reconstruite avec des grands noms de l'architecture contemporaine, qui a un beau patrimoine. On a eu la première maison de la culture en France, c'est faite au Havre. Il y a eu des belles fêtes populaires. En effet, il y a Juin dans la rue qui a été cité, qui reste un beau souvenir pour pas mal de Havrais qui l'ont connu. Mais c'est pas forcément le choix qui a été fait par les municipalités de droite depuis 30 ans, qui ont un petit peu relégué, on va dire, les Havraises et les Havrais au rôle de spectateurs. Donc on a en effet des expositions, des spectacles, des concerts. Aussi intéressant soit-il, ça place un petit peu le citoyen dans un rôle de consommation de la culture. C'est pas forcément comme ça qu'on voit la culture. Comme vous l'avez dit, ça a un rôle d'émancipation, de liberté. C'est ce qui permet le vivre ensemble aussi dans une ville et dans la vie des quartiers. On veut que ça passe par de l'éducation réellement populaire à la vie culturelle et artistique. C'est, comme ça a été dit dans le débat sur l'éducation, c'est aussi passer par avoir cette ambition-là dans le contrat éducatif local, par exemple, et faire participer ce qui se fait de la culture et des professionnels de culture sur le terrain en lien avec la jeunesse, avec le scolaire, le périscolaire. Ça va être le faire sur l'ensemble du territoire, pas que ce soit toujours ou souvent cantonné au centre-ville. On a l'ambition, dès la première année de mandat, on le souhaiterait tous à gauche, je pense, qu'il y ait des états généraux, une assise de la culture avec tous les professionnels de santé sur le terrain qui font du travail admirable pour définir ensemble les grands axes de la culture. Ça peut passer par plein de choses, on l'a dit, l'éducation populaire à la culture, ça peut être développer les fabriques, un été au Havre à travers, c'est une très bonne idée aussi, les théâtres de rue, un petit peu à l'instar, je pense, de Vivacité, ce qui se fait à Rouen. C'est des tarifs accessibles à tous, pourquoi pas via une billetterie municipale, la gratuité d'un grand festival, a priori par exemple le festival Mosaïque est géré par la mairie, pourquoi pas le rendre gratuit.
Et puis la création de nouvelles structures qui peuvent mettre en avant aussi le patrimoine du Havre et le faire connaître. On pensait par exemple à la création d'un musée maritime et portuaire pour aussi éduquer la population à l'histoire de ce port que nous avons, au métier du port et puis à son avenir, mais aussi un musée de la mémoire au Havre. On pensait par exemple à l'histoire de l'esclavage au Havre et de son abolition. Le Havre a été un port qui a participé à la traite négrière. C'est aussi un moyen de sensibiliser les nouvelles générations sur les dynamiques racistes, colonialistes, etc. de notre temps, de faire du lien aussi. Et puis sur le Havre rasé aussi, la reconstruction, la résistance. Il y a des jeunes générations actuellement qui ne sont même pas au courant en fait, que le Havre a été reconstruit. Mais en fait, si on n'éduque pas sur ces questions-là, on est amené, comme on dit, à revivre son histoire si on ne l'apprend pas. Concernant le sport, je vais essayer de faire court, mais on fait aussi le constat qu'il y a eu des fusions énormément de clubs sportifs qui ont empêché l'activité dans les... de continuer de faire développer l'activité dans les quartiers. On aimerait encourager la pratique du sport au service de la santé, du loisir, etc., en multipliant les clubs de sport, avec certes du soutien financier, mais aussi la mise à disposition des installations sportives de façon gratuite, intégrer davantage le sport et les clubs sportifs locaux au temps périscolaire. Ça va être aussi développer, entretenir les parcours de santé, et puis une véritable urgence qu'on a, c'est un plan de rénovation d'un certain nombre d'équipements sportifs dont l'état est vraiment préoccupant au Havre. Le vélodrome est complètement à l'abandon, on a eu plusieurs gymnases qui ont fermé, ça a été cité, ou d'autres qui sont dans des états, dans de très mauvais états. Donc en fait, ces 30 dernières années, on avait beau avoir beaucoup d'installations, elles n'ont pas été entretenues et on en paye le prix aujourd'hui avec des fermetures qui ne cessent de se répéter. Et puis, pourquoi pas une réflexion à la construction d'équipements sportifs supplémentaires. On a cru comprendre, par exemple, que les piscines, il y avait un gros manque de piscines au Havre, entre autres. Mais en tout cas, dans tous les cas, on pense que ça doit être fait en échange avec les partenaires locaux, pour pas, avec les professionnels de terrain, pour pas en arriver à des situations comme je pensais aux halles sportives du bois au Coq, qui ont été construites, et puis on s'est finalement rendu compte qu'il n'y en avait pas l'utilité, que c'était pas adapté à la pratique, et qui ont finalement dû être vendues. Et donc c'est une perte d'argent énorme pour la municipalité. Donc voilà, il faut que ce soit fait, mais il faut que ce soit fait intelligemment et avec les personnes qui vont être amenées les usagers qui vont être amenés à utiliser réellement sur le terrain ces installations. Merci Sophia. On peut les applaudir. Je sais que c'est un temps court pour Culture Art Association, surtout dans notre camp politique, on va dire. Nous, ça nous intéresse tout particulièrement en plus. Mais maintenant, on va passer aux urgences. Donc, pour la France Insoumise, j'invite Axel Richard à venir. Pour l'après Didier Martin. Et pour le Havre est à vous, on reste toujours avec Marie. Pour cette partie-là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je suis désolé les amis, je sais qu'en plus c'est une partie très importante, mais on n'est pas loin de finir et de comme ça pouvoir passer à quelque chose peut-être de plus informel, de questions avec le public ou même de pourquoi pas faire des échanges. Voilà.